Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. C'est lancé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud. Et bonjour Florian. Aujourd'hui, la semaine dernière, tu avais parlé de BlackRock. Oui. Particulièrement, maintenant, on va plus s'orienter vers l'aspect médical. Donc parlons dictature, parlons dictature médicale. Aussi, oui. De traitement contre le cancer, de caractéristiques classiques des cellules cancéreuses et de traitement efficace mais interdit. Tout à fait, comme ceux du professeur Beljanski, par exemple, qu'on va évoquer dans cette émission. Alors, oui, dictature médicale. Bon, on parle beaucoup de dictature en ce moment. Certains ont peut-être entendu la controverse donc évoquée par le Huffington Post notamment dans un article intitulé « Macron refuse qu'on parle de dictature, ses adversaires lui répondent ». Voilà, vous savez peut-être donc dans son avion retour d'Israël, Emmanuel Macron avait évoqué le fait que des personnes étaient politiquement très irresponsables d'évoquer que la France était maintenant une dictature, puisque voilà, on est dans une situation où même les manifestations ne sont pas entendues, même quand la très grande majorité de la population est contre une réforme, eh bien, on passe en force quand même. Donc, c'est effectivement un article intéressant à regarder. Cet article du Huffington Post, vous y voyez notamment des personnes comme Monsieur Mélenchon qui dénonce justement cette violence qui émane donc du gouvernement. Vous y trouvez Ségolène Royal qui nous dit on est dans un régime autoritaire, qui explique que c'est un pouvoir qui n'écoute pas, qui n'en fait qu'à sa tête, qui assiste à la souffrance des citoyens sans réagir. Bon, sachant que Ségolène Royal sera certainement candidate aux élections de 2022, donc voilà, elle se fait là la porte-parole des gens de la rue. Souhaitons que si jamais elle est élue, elle continue à le faire en 2022. Voilà. Elle nous évoque effectivement les images qu'on voit dans le monde entier, des images de violence, on le sait très bien, la répression policière a été absolument terrible pour tout ce qui est donc les manifestations des Gilets jaunes et puis effectivement, ça nous a fait une publicité de dictature à l'étranger. Olivier Besancenot, conseil au président, qui lui nous conseille d'essayer la dictature pour voir la différence avec notre régime actuel. Olivier Besancenot conseille au président d'essayer la démocratie pour voir ce que ça ferait. Effectivement, voilà, on verra si autour de cette réforme des retraites, on est dans une démocrature complète, c'est-à-dire une dictature mais qui se déguise en démocratie, ou s'il reste vaguement encore quelques droits aux citoyens lambda que nous sommes. Voilà. Alors, pour parler de dictature, je voudrais également évoquer la dictature médicale. Alors, figurez-vous que il y a plus de 200 ans, un Américain avait été particulièrement, on va dire, visionnaire. C'est évoqué dans le Nexus, le hors-série Nexus du 1er décembre, dont je vous parlais déjà il y a quelques semaines, qui est une mine d'informations intéressantes et qui notamment a plusieurs articles, dont un sur le docteur Schwartz, dont on va parler aujourd'hui, et puis sur le professeur Beljanski, dont on va également parler. Et effectivement, il évoque notamment, en ce qui concerne le professeur Beljanski, parce que vous allez voir, l'histoire est absolument incroyable, disons, lui en tant que père fondateur des États-Unis et signataire de la Déclaration d'indépendance. Donc, au XVIIIe siècle, il mettait déjà en garde contre le risque de dictature médicale. Alors, je vous cite sa citation. « À moins que nous n'inscrivions la liberté médicale dans la Constitution, une époque viendra où la médecine s'organisera comme une dictature secrète qui restreindra l'art de guérir à une classe d'hommes et privera les autres des mêmes privilèges. » Ici, on va évoquer, donc lui voulait que ça se soit inscrit dans la Constitution, ce droit, en fait, à un accès médical pour tous, un accès à toutes les thérapies qui existent et non pas une forme de persécution de certains chercheurs qui trouvent des pistes, qui avancent, si vous voulez, dans des directions qui ne sont pas ceux
de la doxa médicale en place à un moment donné. Ça a été vraiment le cas pour le professeur Beljanski. On va le voir on va voir aussi dans les prochaines semaines, en parlant par exemple de la machine à guérir le cancer de Monsieur Prioré, figurez-vous, avec des champs électromagnétiques. Et oui, ça peut servir à guérir aussi. Et puis on parlera de l'affaire Solomides, on parlera d'un certain nombre de choses qui proviennent notamment d'un livre qui s'appelle Savants maudits, chercheurs exclus, dont j'ai déjà parlé, de Pierre Lance, et qui donne lieu également à des documentaires et autres que je citerai. Voilà, donc dictature clairement, et puis là qui s'applique dans un contexte où en fait on nous met vraiment à risque. On multiplie les toxiques dans l'environnement et comme on va le voir, le professeur Beljanski qui appelé souvent le père de la médecine environnementale, puisqu'il est le premier à avoir vraiment pointé du doigt l'effet cancérogène des toxiques présents dans notre environnement, et pas uniquement liés à des mutations de l'ADN, mais à des choses plus profondes. Eh bien, on est en train de nous en mettre une énorme couche avec ces fameux SDHI, donc on a déjà évoqué dans les émissions précédentes. Alors, les SDHI, ce sont les inhibiteurs d'une enzyme de la respiration cellulaire, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que ça veut dire. Ça s'appelle donc la succinate déshydrogénase. Donc, ce sont des inhibiteurs de cette succinate déshydrogénase, une enzyme que nous avons donc dans nos cellules, et qui nous permet de créer l'énergie qui nous permet de vivre, tout simplement, qui nous permet de faire les réactions biologiques et biochimiques qui déterminent notre vie, tout simplement. D'accord. Voilà, et donc ces inhibiteurs sont censés être des fongicides, sont censés être donc des choses utilisées dans les champs pour lutter contre les moisissures qui attaquent les récoltes. Mais en fait, des scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis plus de 2 ans en évoquant le fait que ce ne sont absolument pas des fongicides car ils ne sont pas spécifiques des champignons, qu'ils attaquent tout le vivant, puisque en fait, ils s'attaquent à la respiration cellulaire qui est donc fondamentale pour tous les organismes vivants. Et c'est beaucoup utilisé Ah oui, c'est ça le problème, c'est que maintenant c'est extrêmement utilisé. Alors, pour en savoir plus, vous avez 2 sources déjà. Je vous ai parlé de cet article du Canard enchaîné du 22 janvier dernier. Alors effectivement, dans cet article donc intitulé Vive la succinate déshydrogénase, on nous donne en fait une sorte de calendrier de ce qui s'est passé et donc des alertes des scientifiques qui se sont heurtés à une sorte de silence puis de dénégation de l'ANSES qui est également bien détaillé dans une série d'articles, puisque figurez-vous que Le Monde a publié une tribune le 21 janvier dernier donc de ces scientifiques, là, c'est 450 scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme. Donc, on va en parler rapidement et puis ensuite, on va évoquer ce sur quoi se basent leurs alertes, justement. Alors, il y a un élément qui n'est pas cité dans cet article, c'est cité par contre dans ce livre de Fabrice Nicolino, donc Le crime est presque parfait, que je vous avais évoqué. C'est donc une sorte de réquisitoire contre les SDHI, mais qui effectivement montre bien, on pourrait dire, que l'ANSES ayant déjà été contacté en octobre 2017, ce qui n'est pas évoqué dans l'article du Canard, par le scientifique Pierre Rustin du CNRS, qui étudiait depuis déjà des décennies les impacts de justement la SDHI qui avait commencé à être essentiellement utilisée au début des années 2000, donc, et en particulier énormément développée au cours des années, des récentes années, qui est quelques années, 2017, 2018, 2019, mais qui a commencé à être introduit sur le marché autour de la décennie 2010 essentiellement. Donc, ce scientifique ainsi que d'autres avaient alerté l'ANSES. S'ensuivent 6 mois de silence de la part de l'ANSES qui ne réagit absolument pas. Puis, il y a une tribune déjà dans le journal Libération, donc en avril 2018. Une dizaine de chercheurs, dont Pierre Rustin, donc, lancent un cri d'alarme, si vous voulez. Ce à quoi l'ANSES répond comme quelque chose de très, très rassurant, si on peut dire, en disant qu'il n'était pas on va dire, fermé à tout cela, mais qu'ils allaient recevoir au contraire ces chercheurs pour en savoir plus, sachant que ça faisait déjà 6 mois qu'ils étaient au courant qu'il y avait un problème et qu'ils n'avaient, avant la médiatisation, donné aucun signe de vie. Voilà. Ensuite, on nous dit, donc acte 2, c'est le livre réquisitoire de Fabrice Nicolino dont je viens de vous parler, donc intitulé « Le crime est presque parfait ».
Ensuite, vous avez également, début novembre, dans PLOS ONE, c'est une revue scientifique de référence, une autre étude accablante donc, de 8 des 11 molécules actuellement autorisées par l'ANSES, donc des 11 SDHI actuellement autorisées par l'ANSES, et qui montre que en fait, c'est absolument pas discriminant, si vous voulez, comme produit. Ça s'attaque aux champignons, mais aussi aux lombriques, à l'abeille ou à l'homme. D'accord. Voilà, donc ça attaque, comme on va le voir, toute la biodiversité et dans une situation où au contraire on vit un effondrement de cette biodiversité, c'est particulièrement évidemment criminel. Donc effectivement, il y a toute une série d'articles que je vous invite à regarder, en particulier dans Le Monde. Donc Le Monde du 21 janvier dernier, il y en a un qui s'appelle Pesticides SDHI, 450 scientifiques appellent à appliquer le principe de précaution au plus vite. Donc c'est une tribune. Et on nous dit que ces molécules, donc qui bloquent la respiration cellulaire dans l'ensemble du vivant, ils sont tout à fait contre leur utilisation en milieu ouvert et ils déplorent un déni des données scientifiques. Et ils disent qu'on a perdu en gros 2 ans effectivement vous avez des nouvelles informations au niveau de la recherche qui montrent la toxicité très importante de ces produits. Donc ils ne sont absolument pas spécifiques. Et puis ils dénoncent le fait que les tests réglementaires sont systématiquement effectués dans des conditions qui masquent la toxicité cellulaire des SDHI et qui sont donc largement inadaptées. Et il trouve que ces travaux montrent que la toxicité des SDHI est aggravée en plus en cas de dysfonctionnement de nos mitochondries. Donc je vais expliquer en quoi ça consiste, les mitochondries, qui sont en fait les sortes de mini-centrales énergétiques de la cellule, qui sont les lieux où se passe la respiration cellulaire et où justement il y a ces enzymes que ces produits vont inhiber. Et donc, si on a le moindre problème déjà avec ces mitochondries, alors là, c'est ravageur parce qu'effectivement, ça empêche la respiration cellulaire. Donc, on va le voir. D'autre part, il nous explique qu'ils ne sont pas du tout sélectifs. Le problème aussi, c'est que l'ANSES oppose à ces alertes que l'absence de victimes identifiées ne justifierait pas donc de s'inquiéter. Alors l'absence de victimes identifiées, le souci c'est que si ça provoque des cancers, on ne pourra jamais le prouver directement d'un point de vue Je comprends pas, il épidémiologique. faut qu'il y ait des victimes pour que ce soit... C'est ça, c'est assez étonnant. Ouais. On parle du principe de précaution, mais on voit très bien, on l'a bien vu avec le Linky, avec les ondes, avec tout ça, c'est que le principe de précaution, ce n'est qu'un texte et qu'en pratique, même les institutions qui sont censées protéger les populations n'en tiennent absolument pas compte. Là où c'est absolument pernicieux et vicieux, je dirais, c'est qu'on vous ne prouverez jamais que quelqu'un a eu le cancer uniquement à cause des SDHI. C'est multifactoriel, le cancer. Ça peut être causé par beaucoup de choses et vous ne pouvez pas le prouver, pas prouver la source, sauf cas extrêmement spécifiques. Donc la très grande majorité des cas, ce sera jamais prouvable. Donc là, on est en train de mettre dans l'environnement des produits dont on sait pertinemment que in vitro ou même in vivo sur des animaux, ils sont toxiques. Sur des cellules humaines individuelles de tissus humains, ils sont toxiques, mais évidemment, on ne va pas, pulvériser des SDHI auprès de quelqu'un pour voir si, humainement parlant, ça a un impact toxique direct. Donc, comme les êtres humains, eux, sont dans un environnement multifactoriel, justement, eh bien, vous ne pourrez pas isoler l'effet unique des SDHI, par exemple. C'est ce qu'on nous ressort pour les ondes aussi. Pourtant, les chercheurs évoquent qu'il y a eu des précédents, notamment des cas de pesticides, si tu veux, qui s'appelaient par exemple la roténone ou le paraquat, qui s'attaquaient à la fonction de la respiration cellulaire et qui avaient été retirés du marché pour ces mêmes raisons. Donc il y a des précédents, au contraire, qui devraient inciter l'ANSES à le faire. Et par ailleurs, donc, il y a des associations qui ont décidé de porter cela en justice. Le problème, c'est la lenteur de tout cela. Donc, après l'alerte des scientifiques, un recours en justice pour interdire les pesticides SDHI, c'est aussi dans Le Monde. Ça date également du 21 janvier. Alors, il s'agit d'associations comme Nous voulons des coquelicots, Génération Future et France Nature Environnement, qui ont lancé cette procédure contre l'ANSES. Donc, si l'ANSES ne répond pas dans les 2 mois concernant pour le moment 3 SDHI, sachant qu'ils visent à terme les 11 SDHI qui sont
sont autorisés, eh bien, ils iront en justice contre l'ANSES. Mais quand on voit les délais voilà, le temps qu'on a déjà perdu par rapport à tout cela. Il y a toujours des délais de procédure qui exactement, sont interminables. Exactement. Et pendant ce temps-là, eh bien, on diffuse dans très grande quantité ces pesticides. Voilà. Alors, c'est très important de le savoir et de savoir effectivement qu'il faut mettre la pression sur l'ANSES, peut-être participer également à ces recours vis-à-vis de l'ANSES par ces associations, en parler autour de nous, faire un battage médiatique le plus possible, voilà. Parce qu'effectivement, nous sommes tous concernés. Alors, je vais vous expliquer un peu plus biologiquement parlant, pourquoi c'est si dangereux. En pratique, vous avez le docteur Schwartz, dont les travaux sont évoqués dans ce Nexus hors série du 1er décembre dont je vous parlais, qui est également l'auteur, si vous voulez, d'un certain nombre de livres sur le sujet, dont un petit livre que j'ai lu, qui est facile à lire, qui s'appelle « Cancer, un traitement simple et non toxique ». Alors, c'est aux éditions Thierry Soucard de 2016. C'est un livre, les solutions elles-mêmes, elles sont pour le moment que partiel, mais il a un énorme intérêt, c'est qu'il explique très simplement pourquoi justement ces SDHI peuvent être toxiques. Il se base ainsi sur les travaux de recherche d'un chercheur allemand, Otto Warburg, donc W-A-R-B-U-R-G, qui a eu le prix Nobel en 1931 pour justement ses découvertes enzymatiques concernant la respiration cellulaire. Alors, comment ça marche la respiration cellulaire? Vous avez en fait des organites qui s'appellent des mitochondries, à peu près 1000 par cellule, qui sont des dérivés d'anciennes bactéries et qui ont leur propre ADN d'ailleurs. Elles sont responsables de la respiration cellulaire. Donc la cellule récupère du glucose qui provient du sang, elle le transforme en pyruvate et en acide lactique, et vous avez le pyruvate qui rentre dans les mitochondries et qui là, grâce à un parcours enzymatique, si vous voulez, est dégradé en gaz carbonique, en vapeur d'eau, voilà, en eau qui va être transformée en vapeur d'eau et éjectée par nos poumons après. Et puis en acide citrique apparemment. Enfin en tout cas, l'acide citrique serait un résultat d'une décomposition partielle. En tout cas, énergie, eau et gaz carbonique. Cette énergie est très efficace, c'est stocké dans des molécules qu'on appelle l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, que la cellule va utiliser ensuite pour ses réactions. La cellule est capable de se passer de ce système, mais elle est capable avec une perte de rendement énergétique énorme. Si la mitochondrie ne peut pas faire son travail, pour une molécule de glucose, on ne va fabriquer que 2 molécules d'ATP. Alors que si la mitochondrie peut faire son travail en présence d'oxygène, avec les bonnes enzymes qui fonctionnent, eh bien, vous allez avoir 36 molécules d'ATP qui vont être créées, fabriquées, si vous voulez, au lieu de 2 dont je vous parlais tout à l'heure, pour chaque molécule de glucose. Donc on a dans quelque chose qui est beaucoup plus efficace. C'est Pasteur qui a découvert ceci avec la fermentation des levures qui, en présence d'oxygène, brûlaient, si vous voulez, le glucose, mais qui, en absence d'oxygène, vivaient quand même, mais fermentaient. Les cellules cancéreuses, ce sont des cellules qui ont toutes certaines caractéristiques. Elles ont une caractéristique, c'est que même en présence théoriquement d'oxygène dans le sang, etc., eh bien, elles ne vont plus brûler le glucose, elles vont le fermenter. Donc avec un rendement bien moindre. Donc elles vont se gorger de sucre. Donc on peut d'ailleurs repérer les tumeurs grâce à des injections, si vous voulez, de glucose fluoré qui vont les rendre visibles parce qu'elles vont être 10 fois plus chargées en sucre que les cellules normales. Elles vont donc aussi se gorger d'eau, parce que la concentration en sucre va attirer l'eau à l'intérieur de la cellule. Ça va être donc des grosses cellules avec des gros noyaux et avec donc des pores, si vous voulez, de la membrane qui vont être étirés. Elles vont devenir poreuses, ces cellules. Elles vont devenir basiques aussi parce qu'elles évacuent énormément l'acide lactique qui a été créé et qui est aussi une résultante de cette fermentation à outrance. Et donc, elles vont être basiques à l'intérieur, acides à l'extérieur. Et donc, elles vont être reconnaissables, notamment pour certains produits spécifiques qui peuvent les cibler spécifiquement. C'est le cas des produits Beljanski. Je crois qu'on n'aura pas le temps de les évoquer cette semaine, on les évoquera la semaine prochaine. Mais il faut bien comprendre donc
qu'il est possible de repérer et de traiter les cellules cancéreuses grâce à leurs propriétés qui sont totalement différentes, riches en potassium et pauvres en magnésium, enfin plein de choses comme ça, et qui sont en fait autant d'éléments alternatifs au traitement actuel de chimiothérapie, radiothérapie, qui sont extrêmement coûteux mais qui représentent un juteux business. Et comme on le verra la semaine prochaine, eh bien, vous avez évidemment des chercheurs qui ont proposé des solutions alternatives non toxiques et qui se sont fait voilà, tirer dessus à boulet rouge pour pas plus, si on peut dire, parce que Beljanski, on pourra voir qu'effectivement, il a même peut-être été éliminé. Merci beaucoup Maud pour ces explications très scientifiques. À la semaine prochaine.